Je pense qu'on a tendance à opposer de manière un peu frontale les activistes et les politiques de manière générale sur l'exploitation minière des fonds marins, et je pense aussi sur plein d'autres sujets liés à la protection de la biodiversité. Pour moi, c'est deux types d'acteurs qui sont hyper complémentaires et qui ne peuvent pas faire l'un sans l'autre. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance d'Anne-Sophie Roux. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Anne-Sophie Roux, j'ai 30 ans, je suis basée à Paris et je suis activiste pour l'océan. Je me bats concrètement sur plusieurs campagnes pour protéger les écosystèmes marins. Je pense que j'ai toujours été assez proche des enjeux environnementaux parce que j'ai vécu en Savoie, là où il y a de la fonte des glaciers. C'est quelque chose qui est très présent et très visible. Et du coup, je pense que j'ai toujours été assez confrontée à ça plutôt jeune. Mais l'océan, en revanche, c'est venu assez tard. En fait, j'ai fait des recherches en sciences sociales et sciences politiques sur la crise climatique, et précisément sur l'adaptation à la crise climatique. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'océan qui était notre principal allié pour répondre à ces questions-là. Et du coup, de la recherche, du monde un peu théorique, j'ai voulu passer à l'action, à quelque chose qui était un petit peu plus concret vis-à-vis de l'urgence. Ça me paraissait important d'essayer d'avoir un impact un peu plus concret. Entre mes 2 années de master, donc j'ai pris cette année de césure pour aller sur le terrain, pour mener mes recherches, donc dans plusieurs pays des îles du Pacifique et d'Asie du Sud-Est, qui était vraiment la région sur laquelle je me suis concentrée. Et j'ai commencé à agir par 2 biais à peu près au même moment pendant mon année de césure. La première, c'était de créer une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Tenaka et qui restaure les écosystèmes côtiers, donc principalement les récifs coralliens, mais aussi les mangroves. Et en fait, tous ces écosystèmes qui sont en général peu connus, mais qui ont énormément de services écosystémiques pour nous, pour les humains, que ce soit les stocks de poissons, la sécurité alimentaire, les économies locales, la protection du trait de côte, etc. Le but de Tenaka, c'est vraiment de régénérer ces écosystèmes avec des scientifiques sur le terrain, en faisant des mesures d'impact, etc., etc. Donc ça, c'était la première manière dont je me suis engagée. Et la deuxième, c'était de commencer à travailler sur l'exploitation minière des fonds marins, qui est aujourd'hui le gros sujet qui me passionne, voire m'obsède, pour utiliser les bons termes. Et donc ça, c'était avec une ONG qui s'appelle Sustainable Ocean Alliance, SOA, qui est une ONG assez internationale, mais pour laquelle je faisais en gros des campagnes de sensibilisation et de lobbying politique pour empêcher le démarrage de l'exploitation minière des fonds marins. Pendant hyper longtemps, on a vu l'action environnementale comme centrée sur la crise climatique. Et c'est sûr que la crise climatique est un énorme sujet sur lequel il faut mettre tous ses efforts. Mais la biodiversité est un petit peu passée à la trappe. Or, sans le vivant, on n'a aucun moyen d'atteindre non plus nos objectifs de l'accord de Paris. Et inversement, quand on détruit le vivant, on aggrave aussi, notamment par la destruction, de forêts, de puits de carbone, des écosystèmes marins qui sont aussi des puits de carbone immenses. On accélère aussi la crise climatique. Donc, si on ne prend pas en compte tous ces aspects-là comme un système, et si on continue à agir un peu en silo, genre d'un côté la biodiversité, de l'autre côté le climat, pour moi, on ne va pas y arriver, quoi. Donc, la crise environnementale, elle est par nature systémique. Donc, si on arrive à l'adresser d'une manière systémique aussi, je pense qu'on peut déjà arriver à avoir des impacts vraiment un peu plus concrets, quoi. Globalement, déjà, 71% de la surface de la Terre, c'est l'océan. C'est le premier écosystème sur Terre, c'est le garant de la stabilité du climat. Ça absorbe les émissions de carbone que l'on émet dans l'atmosphère, ça produit de l'oxygène. Enfin bref, s'il n'y avait pas d'océan, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Donc c'est clairement l'écosystème qui fait qu'on est là, et pourtant c'est aussi l'écosystème qu'on connaît le moins. Et notamment, 90% des espèces qui vivent dans les grandes profondeurs n'ont même pas été décrites par les scientifiques. Donc on ne sait même pas ce qui vit dans le premier écosystème de notre planète. Enfin, c'est quand même fou de se dire qu'on a des meilleures cartographies de la surface de Mars que du fond de l'océan, qui est la condition de l'habitabilité de notre planète, quoi. Donc c'est assez fou. L'exploitation minière des fonds marins, c'est une toute nouvelle industrie qui pourrait voir le jour dans les prochaines années, les prochains mois,
qui consiste pour l'industrie minière à aller extraire des métaux comme du cobalt, du nickel ou du manganèse dans les profondeurs de l'océan. Donc ces métaux-là, c'est des métaux qui sont utiles pour la fabrication de tout ce qui a une batterie. Donc ça va de nos téléphones à nos ordinateurs portables, aux voitures électriques, aux éoliennes, etc. Et le principal argument qui est mis en avant par l'industrie minière, c'est de dire que l'exploitation minière des fonds marins est utile à la transition énergétique. Or, il y a un consensus scientifique extrêmement clair sur le fait que ce n'est pas le cas, premièrement, et deuxièmement, qu'il y aurait des conséquences irréversibles, potentiellement, sur les écosystèmes marins, donc des profondeurs jusqu'à la surface, et des impacts sur le climat, puisque l'océan séquestre la majeure partie des gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, et en fait, c'est dans les abysses que ces gaz sont stockés. Et donc, en fait, les grands fonds marins, c'est un peu notre coffre-fort à carbone. Et donc, si on commence à dérégler ce coffre-fort, en fait, les scientifiques ne savent pas à quel point ça peut, perturber la fonction de puits de carbone de l'océan, qui garantit quand même la stabilité de notre climat, et deuxièmement, potentiellement relâcher les gaz à effet de serre qui ont été séquestrés pendant des millions d'années dans le fond de l'océan. Donc, concrètement, c'est une bombe pour la biodiversité, pour nous humains, pour les pêcheurs et pour le climat. Il faut s'imaginer des énormes bulldozers qui ressemblent un peu à des moissonneuses-batteuses, sauf que ça fait 3 fois la taille des moissonneuses-batteuses qu'on a sur Terre, et qui sont envoyés du coup à des kilomètres de fond pour aller racler les plaines abyssales. En l'occurrence, c'est le premier écosystème qui est visé, il y en a d'autres. Concrètement, les scientifiques disent qu'il faut appuyer sur le bouton pause. Il ne faut pas laisser l'industrie démarrer tant qu'on n'a pas assez de données. 1, pour caractériser ces écosystèmes qui sont uniques et hyper fragiles, et 2, pour appréhender l'ampleur des impacts de l'industrie. On est, je trouve, dans un moment qui est assez historique dans la mesure où on arrive à temps. Pour une fois, on arrive juste avant qu'une toute nouvelle industrie destructrice ne démarre. Et donc de pouvoir empêcher tous les impacts en cascade qu'elle aurait sur la biodiversité, sur les communautés locales, sur le climat, etc. Et donc c'est en ça, je trouve que ce sujet-là, il est hyper fascinant et hyper stimulant aussi, hyper motivant, parce que on peut concrètement le faire, quoi. Alors qu'en général, quand on est activiste ou quand on travaille sur des sujets environnementaux, on se bat contre des choses qui sont déjà là et qui ne sont pas enrayables. Là, si on perd les écosystèmes marins, la biodiversité marine et leur capacité à séquestrer du carbone, à produire de l'oxygène, on entre dans un point de non-retour en termes d'habitabilité de la planète. Je pense qu'on a tendance à opposer de manière un peu frontale les activistes et les politiques de manière générale. Sur mon sujet, en l'occurrence, sur l'exploitation minière des fonds marins, et je pense aussi sur plein d'autres sujets liés à la protection de la biodiversité, marine ou pas, pour moi, c'est 2 types d'acteurs qui sont hyper complémentaires et qui peuvent pas faire l'un sans l'autre, dans le sens où les activistes vont permettre de mettre un sujet sur le devant de la scène politique, de dire ça, il faut s'en préoccuper. Et ensuite, le gouvernement peut s'en saisir et faire aboutir le processus qui a été démarré par les activistes. Et typiquement, sur le sujet de l'exploitation minière des fonds marins, les gouvernements auraient jamais pu avoir les victoires qu'elles ont eues sans les activistes. Mais à l'inverse, les activistes auraient jamais pu avoir les victoires qu'on a eues, par exemple, dans les négociations, sans tous les diplomates, les ministres, les chefs d'État, les politiques qui se saisissent du sujet et qui vont le porter dans les négociations. Donc c'est vraiment 2 types d'acteurs qui, je trouve, sont hyper complémentaires. J'ai pas forcément cherché à aller vers le monde politique en travaillant là-dessus. La première action qu'on a vraiment prise, c'était de vulgariser la parole scientifique, d'expliquer au plus grand nombre en des termes les plus simples possibles sur les réseaux sociaux, dans la presse, n'importe où. On essaie d'expliquer les enjeux et pourquoi ça nous concerne tous et toutes. Et en fait, comme après une campagne qu'on a d'abord centrée sur la France, parce qu'il y a quelques années, la France était en faveur de l'exploitation minière des fonds marins. Donc, on a fait cette campagne pendant un peu moins d'1 an avec une coalition extrêmement large qui va des parlementaires aux diplomates en passant par les activistes, les ONG, les scientifiques, etc. On avait réussi à faire en sorte que la France ait une position hyper ambitieuse, qui est encore aujourd'hui la plus ambitieuse sur le sujet, qui est en faveur d'une interdiction pure et dure de l'exploitation minière des fonds marins. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler de manière très proche avec le gouvernement pour justement maintenir cette position et puis l'appliquer dans les négociations et puis dire là, on pourrait apporter tel argument à tel pays en fait, les activistes et le gouvernement allaient dans la même direction. Et après, une fois que le sujet était un petit peu
lancé, le secrétaire d'État à la mer et de la biodiversité, donc qui était Hervé Berville, m'a proposé de rejoindre son équipe pour travailler sur ces sujets-là, mais on va dire de l'autre côté du miroir. Et ça, c'était passionnant aussi parce que ça permettait de prolonger un petit peu le sujet d'expertise qui était le mien avant d'un côté un peu plus public. Et là, de pouvoir pousser ce sujet de manière vraiment à l'intérieur des négociations, plutôt qu'à l'extérieur. J'ai commencé à travailler au ministère de la Mer et de la Biodiversité, donc en tant que conseillère du ministre donc Hervé Berville, en janvier 2024. Et j'y suis partie là en octobre 2024. Et donc là, à partir d'octobre, je continue à travailler sur ces mêmes sujets, mais d'un point de vue plus indépendant et un peu retour à l'activisme. J'avais jamais imaginé ou même conçu la possibilité d'un jour pouvoir avoir ce type de rôle ou de fonction. Mais je suis hyper reconnaissante qu'on m'ait donné cette opportunité et cette possibilité-là. Et ouais, ça renforce vraiment encore plus cette idée de complémentarité, je trouve. Et quand on oppose simplement les activistes ONG au gouvernement, parfois c'est un petit peu stérile parce qu'on reste dans la bataille, on se tape dessus et puis finalement, il y a pas grand-chose qui avance, quoi. Donc là, sur des sujets comme ça fait du bien, je trouve, de montrer que parfois ça marche. Quand on voit la crise du climat, la crise de la biodiversité, etc., c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est quelque chose d'inéluctable, qui est un genre de Goliath contre qui on peut rien faire. Mais heureusement, on a encore une petite fenêtre dans laquelle on peut encore faire des actions et on peut encore infléchir le cours des choses. En tout cas, on ne peut pas arrêter la crise du climat, ça c'est par contre impossible, mais on peut nous adapter nos communautés, adapter nos villes, nos villages, les villes côtières typiquement sur la montée des eaux, etc. Et ça, si on le fait pas maintenant, on est foutu dans beaucoup d'endroits. Et pour parler de petits gestes, pour l'océan, il y a un geste qui a un impact quand même très important, c'est la consommation de poissons. À quelle fréquence on mange du poisson, quel poisson on mange. Et typiquement, en fait, il y a énormément de poissons sur les étalages, notamment par exemple des supermarchés ou quoi, qui sont issus de la pêche industrielle. Et les crevettes, par exemple, ça a un impact désastreux parce que c'est de la pêche qui est pas sélective. Et du coup, pour une crevette, on va tuer je sais pas combien de dizaines d'autres espèces qui avaient rien à faire là à la base, dans ces filets en tout cas. Donc avoir une consommation de poissons plus raisonnée, ça c'est un premier truc que tout le monde peut faire et qui a un impact vraiment important. Soutenir aussi les petits pêcheurs artisanaux, c'est-à-dire éviter de contribuer au modèle de la pêche industrielle. Après, c'est toujours la question des émissions de gaz à effet de serre, parce que la première cause de destruction des écosystèmes marins, c'est le réchauffement climatique. Si on continue sur ce scénario actuel de réchauffement de l'atmosphère et de l'acidification de l'océan qui en résulte, on va arriver à un point de non-retour où on ne pourra pas réparer ce qui aura été perdu. Et donc ça, c'est aussi pareil, hyper clé. Et typiquement, l'une des choses qu'on peut faire, nous, à notre échelle, c'est prendre moins l'avion, revoir nos modes de consommation de viande, la manière dont on se déplace, la manière dont on s'habille, la manière dont on se nourrit, etc. Mais je pense que ces petits gestes-là, ils ne doivent pas non plus occulter l'impact que les gouvernements et les grandes entreprises peuvent avoir. Et si on fait ces petits gestes sans que les gouvernements ou les grandes entreprises changent quoi que ce soit, malheureusement, on ne va pas aller très loin. Ou en tout cas, on ne résoudra pas l'ampleur de ce qu'on a devant nous, quoi. Donc voilà, les petits gestes, c'est bien, mais si on peut coupler à l'action collective pour faire bouger les grandes entreprises, les gouvernements, etc., c'est encore mieux. Le moteur premier de mon optimisme pour la biodiversité, en tout cas pour la biodiversité marine, je dirais que c'est la résilience des écosystèmes marins. Quand on met en place une mesure de protection hyper forte, quand on restaure un récif corallien, quand on donne à l'océan le temps de respirer, de se régénérer, de se réparer, en fait, les impacts sont hyper rapides. Je pense que c'est des raisons suffisantes pour avoir assez d'optimisme pour se battre tant qu'on peut encore le faire. L'éco-anxiété, c'est sûr que c'est un sujet qui malheureusement concerne énormément, ou en tout cas de plus en plus de personnes, et surtout dans les jeunes générations. Et pour moi, le premier remède déjà, c'est l'action. C'est-à-dire de travailler sur telle ou telle campagne ou d'agir pour un sujet. Déjà, moi, ça me permet d'avoir une perspective un peu réjouissante, de dire, OK, là, il y a un objectif qui est atteignable. On va tout faire pour y arriver. Si on n'y arrive pas, on aura essayé et puis c'est pas grave, on aura appris. Mais quand on y arrive, on est content et on se dit, bon, allez, maintenant, prochain objectif. Puis voilà, on avance un peu comme ça, étape par étape. Et après,
Quand je sens que ma santé mentale est pas bien, je vais dans l'océan. Donc je vais plonger ou faire de l'apnée ou je coupe mon portable et je vais dans la nature, quoi. Donc ça, c'est une manière aussi pour moi de me ressourcer et aussi être reconnectée à la beauté de ce pourquoi je me bats. Merci à Anne-Sophie Roux pour son témoignage dans À Voix Haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Et rendez-vous bientôt pour une nouvelle saison.